Le sommaire, excusez-moi, il y a un petit bug sur OBS. Le sommaire, ici même, comme je l'ai dit, j'ai essayé de titrer. J'ai même rajouté des transitions, les potes, histoire de donner en fluidité un peu plus. Il va y avoir la musique, je pense. Je vais essayer de trouver une playlist assez chill, parce que mine de rien, on parle de choses qui sont assez bourbier quand même. Donc, je vais essayer de trouver une playlist libre de droit, histoire d'avoir un petit fond sonore, parce que c'est l'un des rares lives où vous êtes un peu moins impliqué, même si la dernière revue de presse était pas mal. La dernière revue de presse, elle était pas mal parce que vous m'aviez posé des questions, on avait fait des recherches ensemble. Donc c'était plutôt pas mal. On avait eu non pas des débats, parce que ça reste quand même des sujets un peu tabous, ça nécessite beaucoup de connaissances, donc on va pas partir non plus dans un exposé digne de Sciences Po. Mais vous m'aviez posé pas mal de questions, notamment autour de la Jordanie et du rôle de la Jordanie dans le conflit israélo-palestinien, vu que c'est un pays qui est directement frontalier. Et depuis d'ailleurs, il y avait eu le prince héritier qui avait parlé, qui avait dit que la position de la Jordanie était de plus en plus compliquée, parce qu'ils essaient de ne pas prendre parti. Mais bon, de par leur position, c'est sûr que c'est compliqué. Et donc, c'était pas mal ce genre de truc. Là, je le fais dimanche après, mais je pense que enfin, mon emploi du temps est quand même un peu particulier, donc je pense que je vais être contraint au bout d'un moment de faire des revues de presse le soir. Mais c'est vrai que le soir, je pense que ça peut aussi être un peu assommant, une revue de presse à 21h. Donc c'est pour ça que je privilégie souvent quand même les jeux le soir. Et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite, les amis, avec le début de la page sur Israël et la Palestine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, comme je vous le dis, pas presque à chaque revue de presse. C'est vrai que c'est un conflit qui est mouvant, qui est très actif. Vous le savez forcément. Vous suivez aussi l'actualité, donc c'est sûr que vous savez que qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à différentes échelles, à la fois diplomatiques, à la fois militaires, à la fois économiques, avec notamment des sanctions. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Et presque tous les continents ont été impliqués sur les 15 derniers jours. Et on va surtout commencer par le contexte, parce que ce qui s'est passé quand même à Rafah euh, a eu des effets et des répercussions directes sur la politique de Benjamin Netanyahou. Comme vous le savez, on en a parlé notamment dans les deux dernières revues de presse, donc c'est pas nouveau, que Israël préparait une grande offensive à Rafah, donc dans la bande de Gaza. Et cette offensive dont on parlait depuis plusieurs semaines dont on parlait les médias, c'est vrai que il a eu lieu, et il a été malheureusement destructeur comme on le pensait, mais il y a eu un effet domino auquel les gens ne s'attendaient pas forcément, puisqu'ils ont bombardé donc le quartier de Tal al-Sultan, donc dans le nord-ouest de la ville de Rafah, donc une zone à peu près située dans le sud de la bande de Gaza. Et en fait, ce bombardement-là, il a été condamné massivement par la communauté internationale, que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union européenne, l'Union africaine, le Qatar et l'Égypte, puisque vous savez, le Qatar et l'Égypte ont un rôle prépondérant dans ce conflit, puisqu'ils jouent le rôle de médiateur de paix, de négociateur actif avec les États-Unis pour un cessez-le-feu. On en reviendra plus tard, parce qu'il y a un nouveau cessez-le-feu qui est actuellement en négociation. La France également a condamné ce bombardement qui a fait. Donc j'ai plus exactement les chiffres exacts, mais au début on parlait d'une cinquantaine de victimes, qui frôlent aujourd'hui la centaine, puisque malgré ces condamnations-là, et encore aujourd'hui au moment où je vous parle, il y a 2 jours, Israël continuait leurs offensives à Rafah. Donc ces condamnations-là, ces sanctions ne les ont pas, n'a pas ralenti l'armée israélienne. Et il y a eu plusieurs effets. Pourquoi? Parce que plusieurs images, plusieurs vidéos ont circulé activement sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et on a pu voir un père de famille tenir son bébé décapité. On a pu voir des victimes à l'article de la mort, amputées, marcher sur le sol, brûlées au troisième ou quatrième degré. Donc c'est vrai qu'il y a eu des images très choquantes. Et vous avez notamment pu le, euh, le voir sur Instagram notamment. Il y a eu cette, euh,
cette story, générée par IA, avec All Eyes on Rafah, afin de jouer un rôle important de communication, mettre en lumière ce qui s'est passé, puisque ce bombardement, j'ai envie de dire évidemment, malheureusement, enfreint de nombreuses lois du droit international. Et, euh, et en fait, Instagram, ces dernières semaines, ont beaucoup supprimé des stories qui parlaient de la Palestine. Donc, afin de passer sous les radars de l'algorithme Instagram, ils ont généré cette image en intelligence artificielle pour que Instagram ne strike pas. Et je sais plus on en est à combien aujourd'hui, mais je crois qu'on frôle presque les 100 millions de partages, il me semble. On était à 50 millions il y a 5-6 jours. Les sportifs, les chanteurs, les artistes, les politiciens, tout le monde a partagé cette story. Puisque peu importe, excusez-moi, je vais juste corriger un truc, puisque je le vois depuis tout à l'heure et ça m'énerve. Hop. Donc, beaucoup de personnes, effectivement, ont condamné cela. L'autre effet domino qu'il y a eu, et c'est pour ça que, d'où le titre de Persona non grata, dont je parle, hein, pourquoi Israël est sous pression, pourquoi Israël commence de plus en plus à perdre des alliés dans ce conflit-là, c'est parce que il y a souvent des dommages collatéraux dans ces bombardements-là, et parfois même ça touche des alliés historiques d'Israël, notamment l'Égypte. L'Égypte a annoncé avoir ouvert une enquête parce qu'il y a eu des échanges de tirs entre l'armée israélienne et l'armée égyptienne dans la bande de Gaza. Pourtant, l'Égypte n'est pas totalement du côté de la Palestine. Il joue, comme je vous l'ai dit, un rôle de médiateur de paix, de négociateur. L'Égypte qui a eu beaucoup de rapprochements diplomatiques ces dernières années avec Israël, et ben il y a eu un soldat égyptien qui a perdu la vie sous les tirs de l'armée israélienne, donc du Tsahal. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Égypte commence à ne plus... alors je dirais pas ne plus jouer son rôle de médiateur de paix parce que c'est toujours le cas, mais commence à regarder d'un œil méfiant, hein, et prudent les faits et gestes de l'armée israélienne. L'autre effet domino qu'il y a eu depuis Rafah, c'est qu'il y a eu une accélération diplomatique, notamment en Europe. La Norvège, l'Irlande et l'Espagne ont tous les trois reconnu l'État de Palestine officiellement. Donc, pour savoir, je n'ai pas sous la main. J'ai oublié le. Alors, excusez-moi, je reviens tout de suite. J'ai oublié quelque chose, je reviens. Excusez-moi. J'avais oublié la meilleure de toutes les anti-sèches, excusez-moi, du monde, le courrier international, qui, de manière très hasardeuse, j'ai regardé ça tout à l'heure, ont consacré leur édition hebdomadaire à presque tous les sujets dont nous allons parler aujourd'hui. Donc ça me rassure, c'est que je suis bien à l'actualité. Comme vous le voyez ici, je vais essayer de vous montrer. Donc la une est consacrée au Mexique. Elle est consacrée au Mexique, donc on y reviendra tout à l'heure. Mais ils ont laissé une partie je sais pas si vous allez bien voir, Moyen-Orient, Israël, définitivement paria. Donc je vous invite à lire cette édition-là parce qu'elle est très intéressante. Il y a plusieurs pages, plusieurs doubles pages justement sur Israël et la Palestine. Et ils ont justement mis, pour vous rendre bien compte à quel point la reconnaissance de l'État palestinien, c'est pour ça que ça m'a fait penser que j'avais oublié d'apporter mon petit courrier international. Ils ont justement mis une carte dans leur édition, donc vous l'avez sûrement déjà vu cette carte-là, mais ils ont mis
une petite carte des États qui, qui reconnaissent la Palestine comme un État souverain. Vous voyez, elle est là. Et en fait, sur les membres sur les, je crois qu'il y en a 193, sur les 193 membres de l'ONU, il y en a aujourd'hui 143 ou 144 qui reconnaissent l'État de Palestine. Donc, cela amène plusieurs questions sur les États qui ne l'ont pas encore reconnu. Et évidemment, dans les États qui ne l'ont pas reconnu, il y a le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, etc. Mais le vent commence petit à petit à tourner, comme je vous l'ai dit, avec comme fondation la Norvège, l'Irlande et l'Espagne. La Slovénie va emboîter le pas mardi. Mardi, le Parlement slovénien va voter la reconnaissance officielle de l'État palestinien. Donc ça va rajouter encore un pays européen, un membre de l'Union européenne à cela. Vous avez évidemment vu en France le député Monsieur Delogu brandir un drapeau palestinien. Donc ça a entraîné évidemment, évidemment, malheureusement, mais sans surprise, un scandale politique en France. À l'inverse, par exemple, de l'Italie. L'Italie où il y a eu presque une dizaine de députés italiens. Pourtant, l'Italie a été pendant longtemps un allié aussi très 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 fidèle d'Israël, avec beaucoup de livraisons d'armes, avec un arrêt total de l'aide humanitaire en Palestine. C'est quand même un pays qui est peuplé qui est peuplé, excusez-moi, qui est dirigé par Giorgia Meloni, donc à partir d'extrême droite. Et même Giorgia Meloni est revenue sur plusieurs de ses décisions. Ils ont repris l'aide humanitaire, l'Italie, pour la Palestine. Ils ont ralenti les livraisons d'aide pour Israël. Et ces députés qui ont brandi des drapeaux palestiniens, ils n'ont pas été sanctionnés en Italie, contrairement en France. Et surtout, ils ont été applaudis par une partie de l'hémicycle italien. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays européens qui commencent à complètement changer leur communication autour de ce conflit-là. Et c'est en grande... la raison majeure, c'est parce que Israël est en train d'enfreindre le droit international. Et tous les pays qui sont signataires du statut de Rome, qui sont signataires de ces accords-là, qui ont créé la Cour pénale internationale, forcément, ils se retrouvent un petit peu au milieu de cela. Ils doivent malgré tout choisir entre le droit international et leur fidèle allié. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui commencent à changer de communication, et notamment la Suède. La Suède qui a exigé à Israël, qui a exhorté Israël de respecter ce que l'ONU affirme, notamment par son secrétaire général Antonio Guterres, de retirer les troupes à Gaza, de signer le cessez-le-feu, de respecter les décisions prises à l'échelle du droit international. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de pays qui commencent de plus en plus à accélérer les démarches pour reconnaître l'État palestinien. Et c'est là qu'on y vient, donc la transition toute faite, on vient à justement à toutes ces sanctions, toutes ces décisions qu'il y a eu depuis 15 jours sur la scène diplomatique, à commencer par la mise à jour de ce dont on parlait. Il y a 2-3 semaines, on parlait de possibles sanctions de la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, il y en a eu. Aujourd'hui, il y a eu un mandat d'arrêt qui a été demandé à l'encontre à la fois du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de son ministre de la Défense israélien Yoav Gallant, et évidemment tous les chefs du Hamas. Cela va de soi, suite aux tragédies du 7 octobre. Et ils sont accusés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. La Cour pénale internationale complète, si vous voulez, la Cour internationale de justice, donc qui est la plus haute juridiction de l'ONU, puisque en janvier dernier, l'Afrique du Sud avait demandé d'ouvrir un procès contre Israël pour crimes contre l'humanité et pour génocide, suite à plusieurs ripostes militaires après le 7 octobre. Et ce bombardement à Rafah, qui a été destructeur, a ajouté des arguments au dossier de l'Afrique du Sud face au tribunal international, donc le tribunal de La Haye. Et hier, le président chilien Gabriel Boric a annoncé soutenir l'Afrique du Sud dans cette démarche-là.
Donc l'Afrique du Sud a été rejointe par le Chili, donc les deux pays tiennent la corde, mènent ces accusations-là portées à l'ONU. Et l'ONU pourtant ne cesse d'envoyer des missives, des communications pour demander à Israël d'arrêter leur bombardement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Israël est vraiment encerclé de différentes sanctions, de différentes menaces. Bon, il y a rien de concret aujourd'hui, hormis la demande de mandat d'arrêt, qui est pour le coup officielle, et les reconnaissances de l'État palestinien par plusieurs pays européens. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de véritable sanctions de l'ONU. Il y a beaucoup de menaces, il y a des procédures en cours, mais pour le moment, il n'y a rien de concret officiellement. Ce qu'il faut retenir néanmoins, pour terminer sur cette page qui est quand même très sombre, terminer sur plutôt une bonne nouvelle, c'est que l'allié fidèle d'Israël, évidemment les États-Unis, qui pour eux le coup n'ont presque rarement, rarement condamné ou alors condamné timidement. Il y a un nouveau plan qui a été proposé de cessez-le-feu qui a été proposé par Joe Biden en accord avec l'Égypte et le Qatar, donc les deux médiateurs de paix comme je vous l'ai dit. Et on va justement ouvrir ce lien que vous voyez sur la slide. C'est un lien je sais plus si j'ai mis le Figaro, si j'ai mis le France Info, mais je vais le voir tout de suite, qui détaille cette feuille de route en plusieurs points. Pour le moment, le Hamas a accueilli positivement ce cessez-le-feu-là. Voilà, donc c'est pour ça. Voilà, que contient le nouvel accord? Ce que je vous avais mis pour qu'on regarde ensemble un petit peu, puisqu'il y a quand même des choses assez intéressantes. Notamment, le premier point et le point le plus important, évidemment, c'est celui-ci. C'est qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu si le gouvernement israélien n'ordonne pas à son armée, le Tsahal, de se retirer de Gaza pendant 6 semaines. Donc ça, c'est le premier point, l'un des points les plus importants, évidemment. Ensuite, Israël exige, ça c'est le point le plus important, ils n'ont pas changé leur communication depuis le 7 octobre, c'est de libérer tous les otages et de mettre fin justement à ces échanges de tirs, à ce bain de sang. Et la troisième phase, et pas des moindres, c'est la reconstruction de la bande de Gaza suite au bombardement. Ça, c'est les trois gros axes qui ont été pour le moment accueillis positivement par tous les membres, que ce soit États-Unis, euh, que ce soit l'État hébreu, que ce soit le Hamas. Donc, ça, il y a des avancées. C'est peut-être la bonne nouvelle la plus importante de ces dernières semaines. Donc on espère que un cessez-le-feu aboutira enfin, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échecs finalement ces dernières semaines à ce sujet-là. Donc il y a des avancées, à voir maintenant où est-ce que ça mènera. Mais tout ça en conclusion pour vous dire qu'Israël est sous pression, Netanyahou est sous pression. Il y a encore eu hier de grandes manifestations en Israël contre Netanyahou, hein, parce que ça, c'est des détails dont les gens parlent peu, hein, mais le peuple israélien et en majorité n'est pas pour la politique de Netanyahou. Hein, faut pas oublier les larges manifestations qu'il y avait eu avant le 7 octobre, hein, suite à la réforme de la justice israélienne qui avait fait descendre de nombreux citoyens israéliens dans les rues. Donc Netanyahou est repassé de justesse au pouvoir avec une coalition avec les partis d'extrême droite, puisque Netanyahou est à l'origine un homme politique d'une droite, disons, classique. Et, euh, et c'est pour ça qu'il est sous pression, puisque certains membres de son gouvernement, des ministres de la coalition d'extrême droite, donc de ces ministres d'extrême droite, ont menacé publiquement de quitter le gouvernement s'ils venaient à signer un cessez-le-feu qui ne serait pas en faveur d'Israël. Donc à partir du moment où un ou deux points ne satisfait pas ces ministres-là d'extrême droite, il y a un risque de grosse crise politique pour Netanyahou et pour Israël dans un contexte, il est évident, régional et international, qui aujourd'hui ne joue pas en faveur d'Israël. Voilà pour cette première page sur le conflit israélo-palestinien.
On va enchaîner, mes amis, parce qu'il faut que je travaille après, avec le deuxième point. Deuxième point, comme je vous l'ai dit, le Courrier international a réservé sa une sur les élections au Mexique. Je vous l'invite, ce numéro, pas tous, enfin tous. Si vous avez assez d'argent, si tous. Mais en tout cas, pour le coup, le Courrier international, ça vous donne votre dose d'actualité internationale hebdomadaire. Et pour le coup, là, c'est très intéressant ce qui se passe. C'est ce qui se passe au Mexique, puisque c'est quand même évidemment un pays, on va y revenir, mais qui est très important dans la région de l'Amérique du Sud, enfin Amérique latine. Donc Amérique latine qui regroupe Amérique du Sud et Amérique centrale. Pourquoi c'est important? Parce que c'est tout simplement, et je reprends ici les termes de El Universal, donc le quotidien, un des quotidiens, des grands quotidiens mexicains. C'est l'élection la plus grande, la plus importante, la plus vaste de l'histoire du Mexique. Mais ça a aussi été celle de la campagne la plus violente. Donc, c'est aujourd'hui qu'ont lieu ce scrutin, un scrutin où près de 100 millions d'électeurs vont être appelés à voter, si Canva, voilà, me laisse reprendre la taille qu'il faut. Il y a près de 100 millions d'électeurs qui sont attendus donc dans les bureaux de vote au Mexique. Et c'est une élection non pas simplement présidentielle, mais générale. Ça implique qu'ils vont devoir voter pour leur nouveau président, puisque Andrés Manuel López Obrador, après 2 mandats, va devoir quitter le gouvernement. Et ils vont devoir aussi voter pour leurs députés, leurs parlementaires qui composeront le Congrès et le Sénat. Et sur les 32 États mexicains, il y a également 9 postes de gouverneurs qui vont devoir être aux urnes. Donc, ils vont aussi pouvoir voter pour 9 des 32 gouverneurs. Donc, c'est vraiment une élection générale, ce qu'on appelle une élection générale. Donc, c'est à la fois une sorte de législative, c'est à la fois une sorte de départementale. En France, ce serait l'équivalent du départemental ou régional. Et évidemment, présidentielle. Donc, c'est une élection historique déjà parce que une femme va devenir présidente du Mexique. Ça, c'est certain, puisque les deux candidats sont des candidates. Donc, les deux candidates, il y a Claudia Sheinbaum, qui est donc la candidate de la gauche, donc du même parti que Andrés Manuel López Obrador. Et dans les sondages, c'est elle qui mène la danse aujourd'hui. Donc il risque d'y avoir une certaine continuité à Mexico là-dessus. C'est également l'ancienne maire de Mexico, de la capitale. Donc elle est favorite face à Xochitl Galvez, qui est donc du centre droit, donc l'opposition. Et cette élection est donc la plus importante de l'histoire du Mexique, notamment de par sa taille, puisque jamais il y a eu autant d'inscrits sur les listes pour aller voter. Il y a 99 millions de personnes qui sont présentes sur les listes et qui devraient ainsi voter. On attend un taux de participation assez important. Donc ça montre aussi que les citoyens mexicains, dans un contexte mondial où les gens votent moins, les Mexicains devraient voter beaucoup. En tout cas, les journaux pensent que les Mexicains voteront massivement aujourd'hui. Donc ça a lieu dans quelques heures. Là, c'est vraiment du chaud. Et cette campagne, elle a été marquée, comme je vous l'ai dit, en reprenant la une de El Universal. Elle a été très violente, avec une vingtaine de candidats locaux, donc d'élus locaux, qui ont été assassinés durant la campagne. Et le plus récent étant hier. Hier encore, la veille de l'élection, il y a deux candidats pour les parlementaires qui ont été assassinés. Donc c'est une campagne très violente. Il y a un large dispositif de sécurité. L'armée va être déployée aujourd'hui dans les bureaux de vote pour s'assurer du bon fonctionnement de l'élection, des élections plutôt. Et c'est un pays, c'est une élection importante pour différentes raisons. Il y a plusieurs enjeux dans ces élections-là. Déjà, de par le pays, le Mexique, vous n'êtes pas censé savoir que c'est la deuxième plus grosse économie
d'Amérique latine après le Brésil. C'est l'un des pays les plus peuplés aussi après le Brésil dans l'Amérique latine. Et, bah de par sa position géographique, hein, c'est le pays qui a toujours lié l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc il se trouve au milieu, à la frontière avec les États-Unis, à la frontière avec différents pays d'Amérique du Sud. Et il y a plusieurs choses sur la table aujourd'hui au Mexique qui sont très importantes, à savoir évidemment le combat face au cartel face au narcotrafic qui ne cesse de prendre du poids dans la société mexicaine. Il y a également, je vais vous me déplacer pour que vous puissiez voir, il y a également les relations avec les États-Unis qui vont devoir être rediscutées. Ça va être un des objectifs importants de la future présidente du coup du Mexique. Mais ce dossier-là avec les États-Unis va être laissé en stand-by quelques mois, puisque vous le savez forcément, il y a les élections aux États-Unis en octobre, novembre prochain. Et la présidente, euh, que ce soit Galvez ou Sheinbaum, a déjà annoncé que ils allaient attendre de savoir si c'est Joe Biden ou Donald Trump à la Maison Blanche fin 2024 pour commencer à parler de plusieurs dossiers, parce que il y a évidemment les dossiers liés à l'immigration mexicaine au Mexique, aux États-Unis, excusez-moi. La question du fentanyl, cette drogue qui circule aux États-Unis par les voies mexicaines et qui fait des ravages dans plusieurs villes aux États-Unis. Et il y a également aussi et surtout un accord bilatéral avec le Canada qui doit être rediscuté puisqu'il prend fin prochainement. Donc il y a beaucoup de questions importantes qui impliquent beaucoup de pays d'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis. Il y a aussi l'Amérique du Sud. Vous n'êtes pas censé savoir que il va y avoir aussi l'année prochaine les élections au Chili avec la fin du mandat de Gabriel Boric, donc président de gauche. Le Chili qui commence à devenir de plus en plus important en Amérique du Sud. Lula est repassé il y a 2 ans au Brésil, donc président de gauche. Javier Milei, président droite, extrême droite, est passé en Argentine. Donc il y a eu beaucoup de mouvements et de changements de dirigeants politiques en Amérique du Sud. Et au milieu de tout ça, il y a le Mexique. Donc c'est une élection qui est surveillée activement par tout le continent. Et quand je parle du continent, je parle des Amériques. Donc il va falloir regarder de très près ce qui se passe aujourd'hui au Mexique, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux culturels avec évidemment la Coupe du Monde de football qui va être organisée dans 2 ans maintenant au Mexique, été 2026. Il fait partie des pays organisateurs avec les États-Unis et le Canada. Donc le monde entier forcément aura les yeux aujourd'hui sur ce qui se passe, puisque le Mexique vit des mois compliqués avec toujours ce problème lié au cartel qui fait des ravages dans la jeunesse mexicaine, dans la société mexicaine de manière générale. Et on passe à la 3e page de notre revue de presse. Donc, excusez-moi, je réponds en même temps au message. Euh, ta, 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 ta. Avec la Corée du Nord. Il y a en soi, il y a en soi pas énormément de choses à dire sur la Corée du Nord, puisque disons que c'est une continuité un peu, un peu désastreuse qui se passe dans la région depuis plusieurs années maintenant. Mais c'est toujours à surveiller. C'est un peu l'équivalent de la crise de Taïwan dont je vous parlais il y a quelques temps, hein, dans la dernière revue de presse, il me semble. Euh, mais c'est toujours important de surveiller ça, puisque on connaît les tensions qu'il y a entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Surtout que le Japon est plus que jamais impliqué dedans, hein, vous le savez. Euh, je vais me mettre là pour le moment. Et ce qui s'est passé, je vais vous en parler, hein, évidemment, je suis là pour ça. La Corée du Nord a cette semaine envoyé, encore hier, hein, donc là c'est la somme, sur 2 ou 3 assauts, a envoyé 900 ballons, des petits ballons dirigeables remplis de déchets. Donc ça va des mégots de cigarettes aux excréments, à des morceaux de plastique en Corée du Sud. Donc ces ballons-là se sont écrasés sur le sol sud-coréen. Donc ça n'a pas fait de victimes, bien évidemment, hein. Ce ne sont pas des, des, des missiles, ce ne sont pas des tirs, mais le symbole derrière ces assauts-là euh, ont été évidemment dénoncés par Séoul, mais ce qu'il faut aussi retenir là-dedans, c'est que c'est un mode opératoire que le Pyongyang n'avait encore jamais utilisé. Donc, Séoul appelle à la prudence et surveille de près, justement, c'est ce qui se passe là. Puisque, encore récemment, hein, donc tout s'est passé dans la même semaine. Cette action-là, cette manœuvre-là d'envoyer ces ballons dirigeables, je vous invite d'ailleurs à aller lire le portrait que le Figaro a fait, hein, qui sont sortis il y a quelques minutes, sur le cerveau derrière cette opération-là, puisque c'est un nouveau genre quand même. Ce sont des attaques, des objets nord-coréens qui s'écrasent sur le sol sud-coréen, donc ça reste une infraction, mais finalement il y a des excréments, des morceaux de plastique, des mégots de cigarettes, donc ça pollue le sol sud-coréen, ça ne fait pas de blessés, mais c'est quand même assez curieux comme mode opératoire. Et le Figaro a dressé un portrait de la personne derrière cela. Et l'autre problème, et pour le coup, c'est un peu plus important, c'est que Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, a été aperçu cette semaine en train de superviser des tirs de lance-roquettes lancés depuis Pyongyang. Donc Pyongyang continue ses exercices militaires, continue d'intensifier sa préparation militaire en cas de conflit. Donc forcément, c'est pour ça que Séoul se questionne aussi de ce parallèle entre ces essais militaires et ces ballons dirigeables remplis de déchets. Donc c'est pour cette raison-là que Pyongyang surveille de près, que Séoul, excusez-moi, surveille de près ce qui se passe du côté de Pyongyang. Au-delà de ça, l'armée sud-coréenne a annoncé officiellement avoir détecté plusieurs dizaines de missiles balistiques à courte portée qui n'ont pas fait de dégâts, mais qui ont été lancés depuis Pyongyang et qui ont survolé le ciel sud-coréen. Et ils ont qualifié cela de provocation, évidemment, Séoul. Mais comme ça arrive souvent tous les 2 3 mois, il y a des tensions dans la région toujours. Et au milieu de tout ça, il y a le Japon. Le Japon qui est toujours impliqué indirectement dans ce conflit-là, puisqu'ils sont proches. L'île du Japon est proche de la Corée. Je vous ai mis d'ailleurs cette dépêche tirée du Korea Times, donc la version en langue anglaise. En langue anglaise. Et, euh, Justement, il y a eu cette réunion avec les ministres des Affaires étrangères sud-coréens, chinois et japonais. Donc la Chine aussi, hein, de par sa taille, est toujours impliquée indirectement dans ce conflit, surtout que la Chine a aussi des liens étroits avec la Russie et la Corée du Nord, hein. Ça reste quand même des alliés historiques, même si la Chine, et je vais vous en parler maintenant, euh, Tokyo se range complètement du côté de Séoul, donc ils ont condamné ces essais militaires, ils ont condamné le lancement de ces ballons remplis de déchets, et Pékin a joué la prudence, disons-nous, toujours dans ce rôle de médiateur de paix, comme ils le font dans la guerre en Ukraine, comme ils le font dans le conflit israélo-palestinien. Ils ont tellement à gagner en ce moment de par ce qui se passe dans la scène internationale. La Chine veut asseoir à l'horizon 2050 sa place de plus grande puissance du monde devant les États-Unis, devant le bloc occidental. Donc c'est en jouant ce rôle de médiateur de paix sans jamais s'impliquer directement dans les conflits que la Chine y parviendra. Donc là, ils ont, disons, calmé le jeu. Ils ont dit à Pyongyang de cesser ces essais militaires-là, de ne pas faire d'erreurs militaires et d'erreurs stratégiques,
Ils ont également appelé Tokyo et Séoul à éviter une escalade dans la région. Donc toujours ce jeu de communication et pour essayer de pour essayer d'éviter d'être impliqué directement, de conserver ses relations diplomatiques, puisqu'aujourd'hui, la politique de Xi Jinping s'appuie sur une importance prépondérante dans le jeu diplomatique, dirons-nous. Et au-delà de ça, parce qu'il faut aussi parler de ça, c'est que la Corée du Nord, ces derniers temps, il faut pas l'oublier, j'en ai parlé notamment dans le petit Reels, le petit TikTok que j'ai fait cette semaine, autour d'un accord entre la Russie et les talibans. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fermeture de ce TikTok-là, je parle de proximité entre Moscou et Pyongyang ces derniers mois. On a vu Poutine et Kim Jong-un très proches. Donc, la Corée du Nord, je ne dirais pas que la Corée du Nord n'est plus isolée à l'international, mais la Corée du Nord veut jouer un rôle sur l'échiquier politique international, sur la table de jeu. Ils veulent être présents. Il veut être présent, Kim Jong-un, et c'est ce qui explique justement ces liens très proches avec la Chine et la Russie. D'ailleurs, une précision importante, Washington a annoncé que ses services secrets avaient des preuves comme quoi la Corée du Nord aidait militairement la Russie dans la guerre en Ukraine, que des missiles avaient été lancés depuis Pyongyang pour aider la Russie à bombarder l'Ukraine. Pyongyang a évidemment dénoncé cela, hein, a reconnu que ce n'était pas vrai. Maintenant, qui dit vrai, qui dit faux, c'est tout le jeu de la diplomatie. Mais la Corée du Nord et Kim Jong-un n'est absolument pas contre faire ami-ami avec la Russie. Donc c'est pour ça que ces tensions avec la Corée du Sud cette semaine s'inscrivent dans vraiment un contexte très large, qui implique la Chine, qui implique la Russie directement, puisqu'il y a un bloc qui se crée de plus en plus dans la région d'Asie, et on va en parler juste après, puisqu'il y a un bloc Russie, Chine, Corée du Nord et Iran. Donc ce carré-là est en train de se créer un bloc afin d'imposer leurs pattes dans les pays du Sud. Donc c'est pour ça que c'est à surveiller. C'est un peu comme la crise à Taïwan. Les tensions en Corée et la crise de Taïwan sont pas liées, mais ce sont des conflits encore aujourd'hui froids. Ce sont des conflits purement diplomatiques. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller leur évolution, puisqu'on est encore aujourd'hui, fort heureusement, pas dans des conflits armés comme en Ukraine, en Russie, en Palestine et en Israël, mais ce sont des conflits purement diplomatiques et c'est le jeu des alliances qui est fait là-dedans. Je pense d'ailleurs que le prochain Reels, je l'espère le sortir cette semaine, concernera à mon avis ce triangle-là, enfin ce carré du coup, parce qu'il y a 4 pays, même si la Corée du Nord est un peu plus en retrait. Je pense qu'il concernera cela. Ou peut-être autre chose. Je laisse la surprise. Et voilà, donc mes amis, on va ouvrir l'ultime page avant de regarder la vidéo du jour. Je n'ai plus d'eau, je n'ai plus rien, je suis assoiffé malheureusement. Ouvrir la dernière page de, de cette revue de presse sur l'Iran. L'Iran, on en avait parlé la dernière fois, au moment des des tensions qu'il y avait eu avec Israël, les drones iraniens, les missiles, la mort de l'ambassadeur d'Iran à Damas, puisque des frappes israéliennes avaient tué plusieurs hauts dirigeants iraniens, notamment des hauts placés dans les gardiens de la révolution. Et l'Iran avait donc riposté, mis en garde Israël, avec notamment tout un jeu diplomatique, encore une fois, pour éviter une escalade dans la région, parce que l'Iran est un pays puissant dans la région qui veut asseoir également sa domination.
Mais depuis ce jour, il y a eu quand même de grosses informations et de gros événements qui se sont déroulés, avec notamment la mort du président Ibrahim Raïssi, qui est mort dans un accident d'hélicoptère en revenant d'Azerbaïdjan. Il s'est écrasé dans la région. Il y a d'autres dirigeants iraniens dans l'hélicoptère qui s'est également écrasé, notamment le ministre des Affaires étrangères. Donc ça a forcément fait beaucoup de bruit dans la région, surtout dans une région quand même qui est en proie à plusieurs conflits, notamment le conflit israélo-palestinien. Il y a eu beaucoup de théories du complot sur la mort. Est-ce que c'est une mort organisée par Israël avec l'aide des États-Unis? Est-ce que c'est des révolutionnaires iraniens directement qui ont touché qui ont organisé cet accident-là? Mais en tout cas, ça a fait beaucoup de bruit et ça a forcément des répercussions. Pourquoi? Parce que le président iranien Ibrahim Raïssi est le numéro 2, numéro 3 au pouvoir en Iran, puisque le pouvoir est détenu par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, donc qui est âgé de 85 ans. C'est le guide suprême, c'est lui le numéro 1 du pouvoir. Et de par son âge, ça fait plusieurs années que la question de son successeur est ouverte en Iran. Et Ibrahim Raisi était le grand favori pour devenir le futur guide suprême iranien. Donc forcément, après les célébrations qu'il y a eu en Iran, hein, donc il y a eu, on va dire, deux équipes comme toujours en Iran, puisque c'est un pays qui est très divisé. Il y a eu des personnes qui ont pleuré la mort du président, qui ont célébré religieusement sa mort, qui ont rendu des hommages à Ibrahim Raisi. Et de l'autre, il y a eu des feux d'artifice à Téhéran pour fêter sa mort, puisque c'est un haut placé du pouvoir en Iran. Et aujourd'hui, forcément, la question du successeur de Khamenei est ouverte. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le nouveau favori pour succéder à Khamenei n'est d'autre que son fils, puisqu'en Iran, ce n'est pas toujours le fils qui prend le pouvoir. Avant Ali Khomeini, il y avait Khomeini qui était donc le beau-père, il me semble, de Khamenei. Donc c'était pas directement dans la famille, mais c'était un proche de Khomeini qui avait pris la succession. Et si Khamenei venait à mourir demain, bah, son successeur quasiment attitré, celui qui prend beaucoup de points, disons, et de poids depuis la mort du président Ibrahim Raisi, c'est le fils de Khamenei. C'est Mojtaba Khamenei qui fait maintenant figure de favori pour prendre la succession de son père. Le problème, c'est que contrairement à Ibrahim Raisi, il ne fait pas l'unanimité au sein du Parlement iranien qui doit décider. C'est le Parlement iranien élu par le peuple qui décide du successeur au poste de guide suprême au pouvoir. Et le fils de Khamenei ne fait pas du tout l'unanimité. Il y a évidemment des partisans, mais qui sont quand même en majorité, mais il y a quand même une grande vague d'opposants, opposants pourtant au sein même de la branche conservateur, au sein même de la branche des gardiens de la Révolution, etc. Mais aujourd'hui, ce qui doit être fait, c'est en urgence, c'est l'élection présidentielle. Il y a un scrutin anticipé forcément qui va avoir lieu dans les prochains jours, puisque l'ayatollah Ali Khamenei a mis forcément au pouvoir en transition, en intérim, le vice-président Mohamed Morkber, qui doit assurer donc cette transition et qui est chargé d'organiser ces élections. Puisque les Iraniens vont être appelés à voter donc pour leur prochain président. Ce scrutin-là doit être organisé sous 50 jours suivant la mort du président iranien. Donc là, on est déjà presque à 15 jours passés. Donc dans les 25-30 prochains jours, il va y avoir un scrutin anticipé. Cette élection, forcément, va être particulière en Iran pour plusieurs raisons. La plus grande raison étant que vous n'êtes pas censé savoir que l'Iran traverse une vague de protestations depuis maintenant plusieurs années, mais ça s'est intensifié avec la mort de Mahsa Amini en Iran, qui a une grande vanne femme, vie, liberté qui prend de l'ampleur, qui a beaucoup de jeunes Iraniens et Iraniennes qui quittent l'Iran pour l'Europe ou les États-Unis, puisqu'ils n'ont pas
ils n'ont pas d'opportunité d'avenir dans un pays toujours plus instable, dans un pays toujours plus fermé. Donc il y a une grande gronde populaire liée aux droits des femmes qui se crée, toujours opposée aux gardiens de la Révolution. Donc ça, c'est le premier point qui est en Iran. Et il y a un tel... il y a un tel flou, un tel doute et un tel pessimisme dans la société iranienne que lors des dernières élections en janvier dernier, des élections législatives organisées pour élire les députés dans le Parlement iranien, il y a eu 41% de participation. Donc moins d'un Iranien sur deux ont voté durant ces élections. Donc les Iraniens ne votent plus. Mais là, forcément, avec le contexte actuel, peut-être qu'il pourrait y avoir un taux de participation un peu plus élevé. Parce que, évidemment, on en a beaucoup parlé, l'Iran finance des groupes reconnus comme étant des groupes terroristes par certains pays du monde. Les Houthis au Yémen, le Hamas en Palestine, le Hezbollah au Liban, donc ce qu'ils appellent des alliés proxy qui sont présents au Liban, au Yémen, en Palestine, dans la région. L'Iran possède des liens diplomatiques très actifs avec la Russie, avec la Chine. Donc la Russie et la Chine sont en train d'asseoir leur domination dans la région en passant par l'Iran, en utilisant l'Iran. Donc c'est pour ça que ça sera, ces élections-là vont être à surveiller, et surtout avec cette escalade en Palestine, l'Iran a aussi son mot à dire dans la région. Donc forcément, ça va être des élections qui vont être énormément surveillées. Ils auront lieu dans les 2-3 prochaines semaines. Et il y a aujourd'hui plusieurs candidats qui se dégagent. Il n'y a pas une liste officielle, mais il y a des candidats qui se dégagent. Et forcément, de manière assez logique et attendue, les candidats qui se dégagent sont tous plus ou moins du même courant politique, à savoir celui d'Ibrahim Raïssi. Ils sont proches des gardiens de la Révolution. Il y a un ancien ministère des Affaires étrangères entre 2005 et 2010 qui était ministre sous l'ancien président, celui qui était avant Ibrahim Raïssi. Il y a un ancien haut fonctionnaire des gardiens de la Révolution. Il y a des gens qui sont très proches de l'ayatollah Ali Khamenei et d'autres politiciens, hommes d'affaires iraniens qui ont des liens de proximité très étroits avec des mollahs très puissants en Iran. Donc, cette élection-là ne va pas être ne va pas changer l'image de l'Iran à l'échelle politique, mais va permettre notamment de répondre à plusieurs questions liées au successeur de Khamenei et notamment aussi liées à la stratégie militaire que l'Iran continuera ou non, puisque Ebrahim Raïssi était surnommé le boucher de Téhéran de par sa stratégie de répression qui était très intense, liée notamment dans les manifestations, dans les prisons iraniennes, etc. Donc tout ça va être à surveiller, mais il y aura une certaine stabilité politique qui continuera et qui encore en Iran. Donc voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Et aujourd'hui, la vidéo du jour, donc on reste toujours sur Arte, toujours sur les dessous des cartes. J'essaierai après de changer un petit peu l'émission, mais c'est vrai que c'est des petits programmes assez courts, les dessous de cartes que j'aime bien mettre en avant. Et là, à une semaine des élections européennes, donc les élections européennes auront lieu la semaine prochaine, je trouvais ça intéressant dans le contexte actuel de vous présenter cette grande coalition d'extrême droite qui part favorite à Bruxelles. Donc je trouvais ça intéressant de le mettre en avant. Donc on va tout de suite regarder cela. Et je vais tout de suite me masquer. On n'a pas tellement assisté à une banalisation de l'extrême droite, mais plutôt à une radicalisation d'un certain nombre de partis de centre droit, notamment sur la question de l'immigration.
Chers amis du Dessous des cartes, voici une leçon de géopolitique, une interview carte sur table en lien avec l'actualité internationale. Et aujourd'hui, enquête sur les extrêmes droites européennes avec vous, Justine Lacroix. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez enseigné dans plusieurs universités, en France et à l'étranger. Et puis il y a ce livre, publié en 2024 par le Collège de France, Les valeurs de l'Europe, un enjeu démocratique. Alors première question avec vous, si l'on regarde les pays fondateurs de l'Union européenne, est-ce qu'il y en a un aujourd'hui qui échappe à cette percée de l'extrême droite? Le Luxembourg, effectivement, échappe à la percée d'extrême droite. Il y a un petit parti d'extrême droite, mais qui reste marginal. Et alors, peut-être de façon un peu plus précise, mon pays, la Belgique, n'échappe pas à la montée de l'extrême droite dans sa partie flamande, mais par contre, la partie francophone, lui, il n'y a pas de parti d'extrême droite qui soit significatif. Est-ce que vous considérez que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans chacun de ces pays? En clair, est-ce que ce sont les mêmes phénomènes qui poussent l'extrême droite toujours plus près du pouvoir dans chacun de ces 5 pays? Alors partout, c'est vrai qu'on pourrait identifier les mêmes causes qui sont une série de crises qui ont ébranlé le continent européen, notamment la crise des dettes souveraines en 2008, et puis ce qu'on a appelé la crise des réfugiés ou l'afflux de migrants en 2015, et puis l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, le creusement des inégalités. Mais ce qu'on constate, c'est que ces raisons économiques ne suffisent pas à expliquer la montée de l'extrême droite partout, puisqu'il y a des États relativement prospères, comme l'Autriche, qui connaissent une forte extrême droite, et d'autres États, comme l'Irlande, y échappent largement. Et aussi, par exemple, les réalités migratoires sont très diversifiées. Il est évident que la situation de l'Italie, qui est un pays frontalier de l'Union européenne et qui est en première ligne pour l'arrivée des migrants, n'est pas du tout la situation de la Hongrie, où en réalité il y a très peu de migrants extra-européens, et pourtant, partout, ce même récit, si vous voulez, d'une civilisation européenne qui serait menacée a réussi à prendre. Un seul récit, dites-vous, ou en tout cas un récit récurrent, et pour autant on dit souvent qu'il n'y a pas une, mais des extrêmes droites au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous dresser le tableau de ces grandes familles? Au Parlement européen, il y a deux grands groupes où sont réunis les multiples partis d'extrême droite. Vous avez d'abord le groupe ICR, effectivement, les conservateurs et réformistes européens, qui comprend des députés de 18 pays européens et où on compte certains des partis les plus connus, par exemple Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni. Vous avez également le PiS, le parti Loi et Justice de Pologne, qui était jusqu'à très récemment au pouvoir en Pologne. Vous avez Vox, le parti espagnol. Donc eux, c'est 68 députés, et donc on les considère généralement comme étant moins radicaux, mais je ne suis pas tout à fait en accord avec cette thèse, que le groupe Identité et démocratie, où vous avez le Rassemblement national. Jusqu'à une période récente, vous aviez aussi l'AfD, mais qui en a été exclu. Et vous avez la Ligue italienne, par exemple. Différentes familles, mais aussi des sujets de clivage entre ces différents partis, et des clivages souvent importants sur des questions fondamentales. Je pense bien sûr au rapport à l'Ukraine, à la Russie, aux États-Unis, ou j'allais dire à l'anti-américanisme. Est-ce que vous pouvez là encore nous expliquer quelles sont les grandes lignes de fracture, de partage de ces extrêmes droites européennes? Ces partis se signalent comparé aux autres grands partis qui composent le Parlement européen, on dit que leur taux de cohésion, si vous voulez, est le plus faible. Il est très difficile pour eux de suivre une discipline de groupe. Alors c'est aussi le propre des partis nationalistes, c'est que par définition, ils ont du mal à se plier à une discipline européenne. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de clivages, certains clivages qui sont d'abord peut-être socio-économiques, c'est-à-dire certains partis sont plus favorables à la liberté de marché et donc à la
dérégulation des échanges, pardon, comme Fratelli d'Italia, et d'autres ont adopté une rhétorique, en tout cas, plus sociale et plus interventionniste, plus attachée à la place de l'État, comme c'est le cas du Rassemblement national. Ce serait un premier clivage. Il y a un deuxième clivage qu'on pourrait dire qui touche peut-être à la question des mœurs. Certains partis, comme Fratelli d'Italia en Italie, sont très attachés à la famille traditionnelle, très hostiles à l'avortement, aux familles homoparentales, alors que le Parti de la Liberté, lui, est tout à fait favorable aux droits des homosexuels. Marine Le Pen a soutenu la constitutionnalisation de l'avortement. Donc ça, ce serait la deuxième ligne de clivage. Et puis, vous l'avez cité, la ligne de clivage évidemment la plus importante, c'est sur le rapport à la Russie. Et c'est vrai que là, par exemple, entre le Fidesz d'Orban, qui est très pro-russe, le parti national slovaque, aussi également très pro-russe, et puis les positions polonaises du parti polonais, évidemment, pour des raisons historiques, très hostile et très inquiet vis-à-vis de la Russie, ou les positions de Mélanie, là, c'est un peu le grand écart. Il y a une question qui se pose ces derniers jours, ces dernières semaines. Qu'est-ce qui pourrait conduire la droite européenne modérée, celle du PPE notamment, à faire alliance avec certaines de ces extrêmes droites? Comment, avec qui et sur quelle thématique selon vous? En fait, il faut quand même avoir à l'esprit que l'extrême droite, même si elle connaît une progression spectaculaire, ne sera pas en mesure de constituer ce qu'on appelle une minorité de blocage au Parlement européen. Je veux dire, dans la meilleure des hypothèses pour eux, ils n'auront que 25% des sièges. Et donc, il sera possible de continuer à gouverner l'Union européenne avec une coalition entre la social-démocratie, le Parti populaire européen qui représente le centre droit, et puis des députés libéraux et verts. Donc l'inquiétude, c'est plutôt la capacité de l'extrême droite à influer sur l'agenda de tous les partis politiques et en particulier du centre droit. Et ça, en réalité, c'est déjà à l'œuvre. C'est-à-dire moi, je considère qu'on n'a pas tellement assisté à une banalisation de l'extrême droite, mais plutôt à une radicalisation d'un certain nombre de partis de centre droit, notamment sur la question de l'immigration, où le parti de Mélanie a beaucoup pesé et a participé activement à l'élaboration des accords, par exemple, avec la Tunisie ou à l'élaboration du pacte sur les migrations. Et alors là où elle pourrait jouer un rôle aussi, c'est sur les avancées en matière d'environnement. Ils sont à la pointe du combat contre ce qu'ils appellent une écologie punitive. Il faut voir que là, c'est quand même un point, ils ont tous voté contre le pacte vert au Parlement européen où ils se sont abstenus. Il y a une autre grande tendance, c'est le fait que les extrêmes droites européennes ne parlent plus de quitter l'Union européenne. Depuis quand et quel est leur nouveau discours, leur nouveau positionnement sur l'Europe? Ça date à peu près d'une petite dizaine d'années que là, le basculement, ça a sans doute été le Brexit. Le fait que le coût du retrait de l'Union européenne a été terrible pour le Royaume-Uni, on l'évalue à une perte d'environ 140 milliards d'euros. Le fait qu'on constate que l'immigration n'a pas diminué au Royaume-Uni, que le taux de pauvreté est très élevé, je dirais ça a un peu douché toutes les extrêmes droites qui réclamaient une sortie de l'Union européenne. Alors, il y a quand même certains, par exemple le Parti de la Liberté aux Pays-Bas réclamait encore dans son programme la sortie des Pays-Bas, mais sinon la plupart effectivement veulent rester désormais dans l'Union européenne parce qu'ils savent que leurs électorats ne les suivraient pas. Et ce qui me paraît surtout très intéressant, c'est qu'ils ont réussi à articuler un narratif de défense de la construction européenne. Ils disent, au fond, ceux qui défendent vraiment l'Europe et la civilisation européenne, c'est nous, et c'est pas ces cosmopolites fédéralistes qui en réalité veulent la fin de notre civilisation, de notre histoire et de ce qu'est l'Europe. Justine Lacroix, il arrive aussi que l'extrême droite reflue, c'est ce qui est arrivé récemment en Pologne aux dernières élections. Est-ce que la science politique s'est expliquée ce qui fait reculer l'extrême droite? La grande force de l'opposition polonaise, c'est qu'elle a réussi à faire une coalition très très large
et notamment avec la partie de centre droit et de libéraux de centre droit qui sont attachés à la défense de la démocratie et de l'état de droit et qui ont refusé au fond la compromission avec le pouvoir en place. Et il y a, vous savez, dans toutes les études qui ont été faites sur les processus de dédémocratisation, comme on dit, in fine, on peut invoquer la force de certaines institutions, l'importance de certaines politiques économiques plus sociales ou plus égalitaires, mais il n'y a rien qui remplace la mobilisation démocratique des citoyens. Il faut aussi se rappeler que les gouvernements autoritaires dans les années 30 sont arrivés au pouvoir très souvent avec l'appui d'une partie de centre droit. Si on tourne le regard du côté des États-Unis, Donald Trump ne serait pas là où il est aujourd'hui sans, je dirais, ce que j'appellerais pratiquement l'abdication d'une partie du Parti républicain. Et donc, ce qui permet de résister à l'extrême droite, c'est le fait que les forces démocratiques, qu'elles soient de centre gauche ou de centre droit, parviennent à s'unir et ne rentrent pas dans des processus de coalition qui sont à terme délétères pour la démocratie. Vous avez beaucoup. C'est intéressant ce qu'elle dit parce que finalement, l'extrême droite avance et recule en même temps en Europe. Il y a une. Il faudrait que je retrouve ça, mais il y avait une carte qui montrait un peu les dirigeants d'extrême droite au pouvoir en Europe. Et finalement, avant, il y avait un triangle très puissant qui avait vraiment les pleins pouvoirs dans leur pays respectifs. C'était l'Italie de Meloni, la Hongrie de Viktor Orban, et il y avait la, la Pologne son nom m'échappe. Qui est maintenant, enfin la Pologne maintenant est dirigée vraiment par un pro-européen Donald Tusk. Donc vraiment ils ont perdu avec la Pologne, l'extrême droite a quand même perdu beaucoup. Mais il faut pas juger la montée de l'extrême droite par seulement par ceux qui ont le pouvoir finalement, parce qu'il y a beaucoup de pays, ça monte comme elle l'explique très bien ici dans son entretien, puisque par exemple dans le cas de la Slovaquie de Robert Fico, ou même la Finlande et la Suède, Suède et Finlande, on a tendance à idéaliser un peu ces pays, mais c'est vrai que il y a des membres de l'extrême droite en majorité dans les gouvernements en Suède et en Finlande. C'est des pays qui ont déjà basculé sans avoir les pleins pouvoirs, sans avoir une majorité absolue. Ce sont très souvent le deuxième ou le premier groupe parlementaire. Sans que le Premier ministre soit de ce parti-là, parfois ils ont une majorité absolue dans le parlement de leur pays, ce qui explique qu'ils ont un pouvoir direct ou qu'ils représentent un soutien de poids pour le bloc italo-hongrois en Europe. Comme dans le cas de la France, où l'extrême droite monte évidemment beaucoup, où la liste de Jordan Bardella est en tête des listes, et en tête des sondages, excusez-moi. Le parti Vox, qui n'a de cesse de grimper, alors qu'avant c'était un parti très mineur en Espagne, il continue de grimper. Donc forcément, ce sont des évolutions à surveiller, et il ne faut pas juger la présence de l'extrême droite et la montée de l'extrême droite seulement par le prisme des directions des gouvernements comme l'Italie et la Hongrie. L'Italie et la Hongrie sont en tête de file, mais ne sont pas forcément esselés. Hein. Il ne faut pas croire qu'ils soient esselés. À Bruxelles, en tout cas, Meloni et Orban ont énormément de soutien dans différentes listes. C'était une petite précision à ajouter que je souhaitais vous donner. Beaucoup réfléchi, Justine Lacroix, à ce que l'on nomme les valeurs de l'Union européenne, dans votre dernier livre notamment. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont ces valeurs-là? Est-ce que vous diriez que les Européens y sont suffisamment attachés? Elles sont définies en termes, je dirais, strictement universalistes. C'est le respect de la démocratie, de l'état de droit, ce qui suppose l'indépendance des tribunaux, la liberté d'association et toutes les libertés publiques et privées qu'on connaît. Ça suppose le respect du droit des minorités.
ce qui comprend aussi bien les minorités sexuelles que les minorités ethniques, dirons-nous. Ça suppose aussi le pluralisme, le respect de la diversité interne. Et donc, ces valeurs, est-ce qu'elles sont prises suffisamment au sérieux? Je crois qu'en fait, ceux qui entendent de manière ou d'une autre résister à l'extrême droite auraient peut-être intérêt effectivement à s'approprier ce langage-là pour résister à ce narratif, au fond, qui permet à l'extrême droite de se présenter comme la meilleure promotrice des valeurs européennes en promouvant un récit alternatif. Mais ce qu'on voit, c'est que ces valeurs, elles sont prises très au sérieux, par exemple dans un pays comme la Géorgie, qui aujourd'hui est vent debout contre une atteinte directe à un principe qui est défendu à l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est la liberté d'association. La liberté d'association est vraiment une liberté qui est constitutive de l'espace social-démocratique et qui donc fait partie du socle des valeurs reconnues par l'Union européenne. Avec la fameuse loi dite loi russe, en effet, qui s'inspire d'une loi en exercice dans la Russie Vladimir Poutine et qui qualifiera d'association étrangère, voilà, toute association qui recevra plus de 20% de financement hors géorgien. Précisément et en guise de conclusion, et comme vous nous parlez des Géorgiens, est-ce qu'on ne peut pas dire que les Ukrainiens, comme les Géorgiens, nous donnent le sentiment qu'ils sont parfois plus attachés à l'Union européenne que nous, précisément parce qu'eux, ils savent ce que signifient ces valeurs européennes que vous venez de nous rappeler, et qu'ils voient aussi ce qui change quand ces valeurs-là sont menacées par d'autres types de régimes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, après 2005 et le rejet du traité constitutionnel par la France et par les Pays-Bas, les pro-européens sont entrés dans une grande phase de retenue ou de retrait. On n'a plus osé parler de fédération européenne, on n'a plus osé porter des récits, si vous voulez, optimistes et plutôt, enfin optimistes au sens de volontaire de la construction européenne. On s'est peut-être mis en retrait et c'est vrai que on a laissé peut-être le champ libre à ces récits alternatifs de la construction européenne dont je parlais, et qu'en fait c'est une assez grande leçon qui nous vient aussi bien des peuples ukrainiens que des peuples géorgiens, parce que qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là, et on l'a vu aussi en Pologne au moment des grandes manifestations contre le parti Loi et Justice, c'est on a vu ce que nous n'osions plus brandir, à savoir des drapeaux européens. Et on a vu qu'au fond, à quel point l'appartenance à l'ensemble européen était liée aussi à l'attachement à une forme de démocratie, à une forme d'état de droit, dont il faut être très clair que c'est ça que combat Poutine, menace Poutine aujourd'hui. Merci infiniment, Justine Lacroix, pour cet Merci, entretien merci à vous. limpide et salutaire. Je rappelle que vous êtes professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles. Et voilà les amis, pour conclure cette vidéo, que je trouvais ça intéressant quand même parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'actualité internationale et j'essaye de laisser un peu, dès que ça parle de la France, de côté parce que vous êtes en français, donc vous suivez un minimum l'actu française. Mais là c'est vrai que les élections européennes, ça, sur le jeu géopolitique et sur la scène diplomatique, c'est important. Et je voulais conclure cette vidéo par cet article que je vous invite à aller lire dans le Courrier International. Il y a la version web. C'est justement une preuve qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ces élections-là, avec Ursula von der Leyen qui n'est pas sûre d'être reconduite à son poste selon l'issue de ces élections-là. La France, notamment, n'est plus aussi proche d'elle et ne la défend plus. Il y a eu beaucoup de casseroles ces dernières années. Le Pfizer-Gate, les contrats lucratifs qu'elle a négociés avec plusieurs entreprises pharmaceutiques pendant le Covid-19, la nomination d'un député de son propre parti, avec notamment des SMS qui ont fuité sur Internet avec les révélations du média Politico. Donc elle traverse quand même une période de doute et la France aimerait asseoir un peu plus sa domination aussi à l'échelle de l'Union européenne en changeant de dirigeant qui serait plus en adéquation avec la politique d'Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est donc la fin de cette revue de presse. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve, je pense, demain, si j'ai le temps, pour News Tower. Sinon, ça sera peut-être un autre jeu plus détente.
comme GeoGuessr. Mais normalement, il y a la grosse soirée GeoGuessr mardi. Je l'espère qu'il y aura du monde pour pouvoir rejouer ensemble.